RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous l'avez constaté de vous-même, le journal de 6h30 n'a pas eu lieu. Ce sont également là les aléas du direct. Mais cela dit, nous sommes là et nous mettons la femme à l'honneur avec l'élément que vous venez de voir. Et nous avons un autre élément à vous proposer sur les chemins de la vie. Alors c'est la femme qui donne la vie. C'est un processus qui est long, qui est fastidieux, mais qui, ma foi, est un bonheur au bout. Donc c'est un documentaire là-dessus. Le temps que nous puissions recevoir nos différents invités, je vous les rappelle, Koupo Nyoléba, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Et le thème avec cette personne, l'aménagement des carrefours recevant les sens giratoires avec donc les nouveaux carrefours. Et puis le docteur Marie-Joseph Biti sera avec nous tout à l'heure, les directrices de l'hygiène, de l'environnement et santé au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Et nous allons parler avec elle de l'épidémie de choléra qui sévit en Côte d'Ivoire. Je vous laisse pour l'instant avec ce documentaire sur les chemins de la vie. À tout à l'heure. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Chaque fois que tu feras, je tomberai à ta place. Le seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. La femme doit commencer les premières consultations prénatales au premier trimestre de la grossesse. Mais dès qu'elle constate l'absence des règles, elle doit chercher à rencontrer un professionnel de la santé en vue de faire le diagnostic de la grossesse, de son siège, et puis d'établir un programme, un plan de surveillance de cette grossesse-là. C'est l'infirmier, c'est la sage-femme, c'est le médecin, c'est le gynécologue. Dans les hôpitaux de premier contact, ensuite les hôpitaux généraux et enfin l'hôpital de référence qui est le CHU. Bien avant, il y a les CHR, les hôpitaux régionaux. Mais souvent, ces étapes ne sont pas respectées et ces patientes nous parviennent directement ici, ce qui fait que nous sommes parfois débordés. Ici, c'est le premier accueil après l'entrée au niveau de la vigile de la gestante, de la parturiente. La parturiente, c'est la femme qui est en travail. Donc, elle arrive ici et elle est reçue directement par une sage-femme qui va l'interroger et qui va l'examiner en première intention. Et après l'examen de la sage-femme, le médecin maintenant pourra faire son examen. Déjà, à ce stade, la sage-femme fait le dossier de la gestante que nous recevons. C'est l'étape d'enregistrement dans le dossier. Et tous les éléments sont consignés dans un dossier médical. Tout cela pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Et enfin, on va l'installer dans un box en vue de l'examen médical fait premièrement par la sage-femme, ensuite par le médecin. Hey,
Maintenant, la sage-femme va procéder à l'examen clinique de la gestante ou de la parturiente, c'est-à-dire la femme qui est en travail. Donc, elle apprécie les œdèmes des membres inférieurs, elle apprécie la présentation de l'enfant, si l'enfant vient par la tête ou bien s'il est en siège. Et là, elle va mesurer la hauteur utérine. L'utérus, c'est l'organe dans lequel est couché le bébé. Et donc, plus cette hauteur-là est grande, plus l'enfant aussi sera gros. Donc, cela va estimer un tant soit peu le poids de l'enfant qui va venir. Elle mesure le périmètre qui passe par l'ombilique, qui permet aussi de voir si l'enfant est gros ou s'il est petit. Voilà. Voilà un peu l'examen. Elle va écouter les bruits du cœur de l'enfant après avoir localisé la tête, le dos du bébé. Et elle localise ce bruit-là dans le cadran inférieur de l'abdomen. Elle écoute et elle compte. Le bruit du cœur de l'enfant, normalement, c'est entre 120 et 160 battements par minute. C'est très rapide. Alors que pour la mère, c'est autour de 80 à 90 battements par minute. En tant que sage-femme, mon rôle est de rassurer la patiente dès son entrée. Parce que pour une femme qui rentre dans une salle d'accouchement, qui entend les pleurs des autres femmes, les cris des autres femmes, elle est tout de suite stressée. Elle a peur, elle se demande ce qui l'attend. Donc, en tant que sage-femme, tout de suite, je dois la rassurer, bien l'accueillir et l'installer, lui donner quelques conseils pour le travail, le déroulement du travail, la rassurer en quelque sorte pour lui dire que tout va bien se passer. La plus grande difficulté, c'est chez les primigestes, c'est-à-dire celles qui accouchent pour la première fois. Elles ne savent pas comment se comporter, elles ont peur, et surtout même au moment de l'expulsion. Elles ne savent pas comment le faire. Et nous, en tant que sage-femme, nous essayons de les rassurer d'abord et leur montrer comment le faire calmement pour donner vie à un enfant avec un bon agar, en bonne santé. Et donc, nous essayons de les rassurer, de les calmer quand elles sont agitées et nous leur montrons comment elles doivent pousser. Et généralement, ça marche. Face à une femme qui refuse de pousser, parce que non, madame, j'ai trop mal, je ne peux pas pousser, laissez-moi, je ne peux plus rien faire. Mais non, tu ne vas pas lui sourire en ce moment-là pour dire non, il faut pousser. Là, tu serres la mine, tu deviens méchante. Parce que la vie de l'enfant est en danger. Tu fais comprendre à la mère qu'à cet instant-là, si elle ne fait rien, elle peut perdre son enfant. Là, tu changes de mine pour effrayer un peu la dame. Et c'est dans ces cas qu'on dit la sage-femme est méchante, elle a crié sur moi, elle est comme ça. Mais quand on le fait, je veux dire au moment à tous nos parents que c'est dans le bien de l'enfant et la femme. Tu pousses, hein? Faut me regarder, tu es prête? Hein? Allez, vas-y, pousse, voilà, voilà, continue, voilà, pousse, 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 un peu encore, voilà, pousse, 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 encore, pousse, vas-y, un peu de courage, hein? Je voudrais pouvoir tout savoir, te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie. Mon seul désir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert La sage-femme aide la femme à donner naissance. Donc, quand une femme rentre en travail et qu'elle vient en salle d'accouchement, tout peut se présenter. Toutes sortes de complications peuvent se présenter. Vraiment, la sage-femme fait tout son possible pour réanimer l'enfant, pour que l'enfant reprenne vie. On appelle les pédiatres. Nous pouvons passer près de 30-45 minutes sur l'enfant en train de le réanimer. Il y a des fois où ça marche. Il y a des fois où malheureusement ça ne marche pas. Mais dans tous les cas, retenez qu'on fait tout notre possible pour réanimer l'enfant, pour que l'enfant reprenne vie. Donc quand la femme accouche, vraiment la sage-femme est heureuse.
Elle est heureuse parce qu'elle vient d'aider une dame à donner naissance, à donner vie. Et quand tu vois l'enfant dans les bras de la mère, l'enfant pleure, la mère aussi est heureuse, elle voit son enfant en bonne santé. Franchement, nous sommes soulagés, nous sommes contentes, nous sommes rassurés. Parce qu'il y a beaucoup de cas de décès au cours de l'accouchement. Même après l'accouchement, des cas d'hémorragie où la mère ne s'en sort pas. Et donc, quand nous sommes devant un cas où la mère s'en sort et l'enfant également, pour la sage-femme que je suis vraiment contente. La vie des mères est une préoccupation pour nous. Et une mère qui vient donner la vie ne doit pas mourir. Et ici au CHU de Cocody, c'est notre slogan. Et nous mettons tout en œuvre pour que cela soit une réalité. Nous demandons aussi à ces mères de faire l'effort, de venir en consultation le plus tôt possible. Et dès le moindre signe d'alerte, qu'elles se rendent dans le centre de santé le plus proche. Et si elles n'ont pas pu joindre ce centre de santé, qu'elles viennent au CHU de Cocody, nous allons les recevoir. Pour une femme qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher, elle doit savoir que si son bébé ne bouge pas bien, elle doit venir. Si l'eau verse, elle doit venir en salle de naissance. Si elle a la fièvre, elle ne doit pas rester à la maison. Si elle saigne, elle doit venir. Quand elle sent qu'elle a les contractions, c'est-à-dire des douleurs dans le dos, ou dans le pied, ou dans le ventre, il s'agit des contractions utérines. Cela voudrait dire qu'elle va accoucher. Elle doit venir le plus tôt possible afin que son accouchement se passe dans de bonnes conditions. Et je le répète, une femme qui vient accoucher ne doit pas mourir. Elle doit non seulement vivre pour éduquer son enfant qui vient de naître, mais aussi pour s'occuper de ceux qui sont nés et qui ont besoin d'un suivi jusqu'à ce qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Les conseils, là. Des réunions, celles qui nous évacuent, et nous échangeons. Nous discutons des gestantes pour qu'ensemble, nous amenions, nous arrivions à... La collecte nocturne des ordures ménagères, conformément à la nouvelle politique des salubrités en vigueur dans le district d'Abidjan, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, rappelle aux populations que le ramassage des ordures ménagères s'est fait prioritairement la nuit. À cet effet, l'ANASUR invite les populations à conserver les ordures dans les poubelles et les sortir une fois par jour à partir de 17 h. Tout contrevenant à cette mesure s'expose aux amendes prévues par la loi. Contact. Sous l'égide du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le CPC organise la seconde édition du Forum Diaspora for Growth les 2 et 3 février 2015 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Thème: la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Au programme, conférences et panels, informations administratives, opportunités d'investissement, opportunités immobilières, rencontres B2B, opportunités d'emploi, etc. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. De retour en studio, nous recevons le docteur Marie-Joseph Biti. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes directrice de l'hygiène, de l'environnement et santé au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'épidémie de choléra qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, il y a une épidémie qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire et qui est liée, je dois le dire d'emblée, à un manque d'hygiène et qui est liée aussi, je peux dire, globalement, à la saleté. À la saleté. On en reparlera. Très bien. Alors, quand on dit choléra, on pense tout de suite aux souris. Aux souris? Oui. Au manque d'hygiène? Oui, au manque d'hygiène. Aux cafards, aux rats? Pas spécifiquement. Non. Pas spécifiquement. En fait, le choléra est dû à un vibrion cholérique qui prospère dans la saleté. Alors, il prospère dans la saleté, c'est-à-dire dans les eaux sales, dans les aliments non protégés, à travers les mouches, dans les fécales, c'est-à-dire les selles qui sont donc exposées et qui permettent d'un lieu à l'autre de transposer la maladie. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut noter. D'accord. Et le choléra, qu'est-ce que ça veut dire? Choléra, ça veut dire... il y a un autre terme
qui dit maladie des mains sales. Le choléra est appelé aussi maladie des mains sales. Mais le choléra, en fait, est lié au vibrion choléré. Voilà, c'est d'où l'origine du mot choléra. D'accord. Et quelle est la manifestation du choléra? La manifestation du choléra, c'est la diarrhée. C'est la déshydratation intense du malade qui s'affaiblit et qui peut mourir en quelques heures. Voilà, du fait de la déshydratation. Donc, il est bon, lorsque les signes se manifestent, que le patient se rende rapidement à l'hôpital. Et la première chose qui est demandée, c'est de réhydrater le malade et faire en sorte donc qu'il ne perde pas la vie. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons, depuis quelques semaines, une épidémie qui sévit, qui a démarré dans le sud de la Côte d'Ivoire, notamment dans Abidjan, qui a progressé dans la zone de Divo, qui a progressé aussi au niveau côtier, c'est-à-dire Sassandra, Grand Laou, Fresco, qui a progressé. Actuellement, enfin disons à la date du 20 janvier, l'Institut national d'hygiène publique qui assure la surveillance épidémiologique a noté 327 cas et 19 décès. Ce qui est très très important parce que dans les cas de choléra, un cas, c'est déjà un cas d'épidémie et qui se propage très très rapidement. Alors, vous dites que les signes, c'est notamment la diarrhée. Donc, et il y a d'autres signes également? C'est la diarrhée sous forme d'eau de riz, sous forme d'eau de riz, grains de riz aussi. Voilà, c'est la diarrhée. Et c'est la déshydratation intense avec aussi la fièvre. Mais c'est surtout la diarrhée et la déshydratation. Très bien. Mais il y a beaucoup de cas de décès. C'est parce qu'ils n'ont pas été réhydratés. Par exemple, au fin fond d'un village, ou bien à la maison, quelqu'un qui perçoit ces signes-là, chez un occupant de la maison, peut tout de suite l'aider à se réhydrater. Réhydrater, ça veut dire quoi? C'est de l'eau avec du sel, de l'eau avec du sucre? Oui, de l'eau avec du sel. C'est déjà très bien. Sinon, il y a ce qu'on appelle les SRO, c'est-à-dire sel de réhydratation orale, qui sont donc vendus en pharmacie, c'est pas cher du tout, et qui peuvent être dilués dans de l'eau et que le malade doit boire immédiatement. Mais dans un cas où il y a des signes sévères, ce qui est important, c'est de se rendre très très rapidement à l'hôpital. Très très rapidement. Et quand on se rend à l'hôpital, on n'en meurt pas? Ou bien ceux qui en meurent, c'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'hôpital? Ceux qui en meurent, c'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'hôpital. On peut guérir du choléra. D'accord. On peut guérir du choléra. Mais surtout, là où j'aimerais insister, on peut prévenir le choléra. Très bien. Et comment? On peut prévenir le choléra en appliquant des règles d'hygiène strictes, correctes. Déjà, il y a le fait qu'il est nécessaire de consommer de l'eau potable. Parce que l'eau est un véritable véhicule dans ce contexte-là. Donc, il est bon de consommer de l'eau potable. Il est bon de ne pas boire de l'eau dont les sources sont peu sûres. Je veux parler pratiquement, on n'en trouve plus vraiment dans les rues, mais je veux dire, ça a été une des causes. L'eau vendue en sachet, dont on ne connaît pas la source et on ne sait pas comment c'est traité, ce sont des choses qui véhiculent. Donc l'eau est un facteur très très important de véhicule du choléra. Je peux continuer en disant que il est bon de traiter l'eau lorsqu'elle n'est pas potable. Donc, soit en la faisant bouillir, on la fait bouillir. Pendant combien de temps? On la fait bouillir pendant 10 minutes. Et après, on laisse refroidir. Et surtout, on bat avec un instrument propre pour la réoxygéner. Donc, on peut faire bouillir l'eau. On bat l'eau? On bat l'eau, oui, pour la réoxygéner. Et il est bon aussi d'utiliser le chlore, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'eau de Javel, de façon courante. Et si nous utilisons de l'eau de Javel à 8 degrés, nous préconisons donc 3 gouttes pour 1 litre d'eau à laisser poser pendant 20 minutes. Après, l'eau peut être consommée. Voilà. Donc l'eau de Javel, c'est... Parce qu'on a Javel en grain qu'on vend communément, c'est pas ça? Non, c'est très très fort l'eau de Javel et le dosage est très difficile. Donc pour la population, il vaut mieux indiquer des choses simples. Je parle de 8 degrés. Parce qu'en fait, en matière d'eau de Javel liquide, il y a l'eau à 8 degrés, l'eau de Javel à 8 degrés, l'eau de Javel à 12 degrés. Et bon, généralement, l'eau de Javel à 8 degrés est moins chère. Et donc, nous préconisons l'utilisation de 5 gouttes d'eau de Javel dans 1 litre d'eau et qu'on laisse reposer pendant 10 minutes avant de consommer.
D'accord. Alors, ce que l'on voit à l'antenne, ce sont les gestes simples qu'il faut pratiquer régulièrement à l'antenne. Oui. Ah, très bien. Voilà. Donc, au-delà de la consommation d'eau potable, il est bon de pratiquer un lavage des mains. Un lavage des mains fréquent et régulier. Je vous ai dit précédemment que le choléra, c'est la maladie des mains sales. Donc, il faut vraiment avoir les mains propres pour éviter donc de transporter ce type de germes-là à l'intérieur de la bouche. Donc, il faut se laver les mains avec de l'eau propre et du savon et le faire correctement, soigneusement et régulièrement. Ça, c'est concernant le lavage des mains. Il y a aussi le fait que, concernant la consommation des aliments, voilà, les aliments doivent être d'abord protégés. Il faut protéger, il ne faut pas laisser les aliments exposés aux vecteurs, notamment aux mouches, qui font que d'un point à l'autre, ce que la mouche a pris sur les selles, il va venir déposer sur votre aliment que vous allez ingérer. Ça, c'est un exemple. Donc, il faut protéger les aliments, c'est très, très important. Il faut bien les faire cuire. Il faut aussi les manger chauds. Voilà. Et les fruits et légumes qui se mangent, je pense aux salades, aux tomates, qui se mangent frais, il faut aussi les laver et les désinfecter avant de les consommer. Je pense au poisson braisé, par exemple, qui est vendu souvent dans nos lieux de restauration, qui sont accompagnés de tomates, d'oignons, de persil. Il faut que ces légumes-là soient très, très bien lavés, désinfectés, avant que ce soit découpé avec quelqu'un qui les découpe, même avec des mains propres. Non, on va revenir là-dessus, mais est-ce qu'on peut commenter les histogrammes Ah, d'accord, très bien. Cet histogramme-là nous décrit un peu l'évolution du choléra dans nos districts sanitaires qui sont en épidémie en Côte d'Ivoire. Vous voyez que à la première semaine, nous sommes actuellement, enfin, au moment où les études ont été menées, nous étions donc à plus de 50 semaines, voilà, et à plus de 57 semaines même. Et nous voyons que ça a démarré, la première colonne, c'était assez bas, il y avait environ 15 cas, et ensuite ça a été réduit, parce que ces personnes ont été soignées. La semaine suivante, il y a eu moins de cas, et vous voyez, si on vient à la fin de l'histogramme, c'est-à-dire sur l'extrême droite, nous voyons qu'il y a une montée vraiment importante du nombre de cas. C'est lié au fait que la population ne s'est pas approprié les consignes d'hygiène. Ça, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas propres dans l'ensemble. Ça, il faut le dire. Et c'est contagieux? C'est extrêmement contagieux, le choléra. Je ne l'ai pas dit, c'est un oubli, mais c'est extrêmement contagieux. Et comment ça se propage par l'eau, par les mains, par la consommation d'aliments, par ce vibrion cholérique qui passe d'un point à l'autre. Donc quelqu'un qui a le choléra dans une maison le transmet aux autres? Ah oui, aisément. Aisément. Donc il faut qu'il soit conduit rapidement à l'hôpital pour qu'il soit isolé. Et même à l'hôpital, ces malades-là sont isolés parce que leurs selles sont extrêmement contagieuses. Leurs selles sont extrêmement contagieuses. Alors, ce qu'on a remarqué également dans certains documentaires, c'est qu'on voit à l'hôpital les malades du choléra ensemble. Donc, ça se contamine, ça se recontamine? Non, on ne peut pas dire qu'ils sont ensemble dans une même pièce, mais ils sont isolés, chacun dans son lit, qui a une particularité. Je peux en dire quelques mots. Ce sont des lits qui permettent l'évacuation des selles, l'évacuation des fécales rapidement. Ils sont isolés. Le malade est affaibli, en fait, extrêmement affaibli, et il est dans son lit. Donc, le fait qu'il soit plusieurs dans la même pièce ne pose pas de problème. Il y a des perfusions qui sont faites à ce malade pour le réhydrater, pour le soigner, et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut qu'il soit isolé, par contre, des malades qui ont d'autres maladies. Mais on voit des similitudes avec la fièvre à virus Ebola en ce qui concerne le traitement pour éviter ce genre de choses, les conseils d'hygiène également. Oui, effectivement, il y a un parallèle qu'il faut faire parce qu'on a pu voir dans le cas de la maladie à virus Ebola que l'hygiène était extrêmement importante. Là aussi, c'est une maladie ici, le choléra, qui est donc liée au manque d'hygiène. Alors, le parallèle, c'est que, pour ce qui concerne la fièvre Ebola, pour le moment, nous n'avons pas de traitement. Voilà, nous ne pouvons que la prévenir, voilà, de façon forte.
pour ce qui concerne le choléra, nous avons un traitement. Nous avons un traitement, mais surtout, les règles d'hygiène à appliquer sont vraiment des éléments importants. Nous devons faire en sorte que nous soyons propres. Soyons exigeants, en fait. Soyons exigeants envers nous-mêmes. Soyons exigeants avec les personnes qui préparent pour nous, les personnes qui sont dans les maquis, les personnes qui vendent les aliments. Soyons exigeants en tant que consommateurs pour faire en sorte que nous ne soyons pas exposés à des maladies uniquement par des gestes simples qui peuvent être menés. Alors, le consommateur peut faire lui-même sa propre police, j'allais dire, et faire en sorte qu'il soit préservé, que sa famille soit préservée, et lui-même aussi appliquer la règle des mains propres. Ça, c'est aussi un élément. Alors, je vous prends des exemples concrets. Soyons rigoureux avec nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on va manger dehors, dans un maquis, ce qui arrive très souvent, le poisson braisé, il faut qu'on le consomme chaud. On ne dit pas, bon, on appelle pour dire, bon, j'arrive, faut me faire telle chose, faut mettre de côté. Non, on le consomme chaud pour éviter la contamination. Oui, il faut le consommer chaud. De toute façon, le poisson braisé froid n'est pas terrible. Hein. Bon, donc, il faut le consommer chaud. Voilà. Et il faut que les aliments soient bien cuits. Voilà, ça c'est très très important. Au-delà de concernant la consommation des aliments chauds dans un maquis, par exemple le poisson braisé, il y a le poisson lui-même qui doit être consommé chaud, mais vous savez qu'il y a l'accompagnement, notamment les oignons, les tomates, parfois mettre des concombres, du persil et tout ça. Donc ces condiments-là sont consommés crus, mais avant qu'ils ne soient découpés, ils sont traités. Ils sont traités. Donc, ce qui se passe souvent, lorsqu'on regarde, nos vendeuses, nos cuisinières, je peux dire, l'eau n'est pas toujours propre. L'eau dans laquelle elles lavent les produits, les condiments n'est pas toujours propre. L'eau n'est pas toujours propre, alors que ça le devrait. Donc, j'ai indiqué qu'il faut non seulement laver à l'eau et au savon correctement ces fruits-là et légumes. Au savon aussi? Oui, oui, à l'eau et au savon, ces légumes, c'est une excellente. Et puis ensuite, les tremper dans une eau javelisée, 5 gouttes, hein, dans 1 litre d'eau. C'est bon pour désinfecter ces aliments qui sont ensuite découpés. Alors, je vais être concrète. Si on découpe sur une planche qui est souillée et que nous avons utilisé la veille, qui n'a pas été lavée, désinfectée, et qui a été exposé aux cafards, aux souris dont vous parliez, je veux dire, les condiments que nous avons désinfectés, eh bien, ils se réinfectent. Ils se réinfectent. Si la vendeuse, la cuisinière, la dame, n'a pas les mains propres, n'a pas les ustensiles propres, là aussi, il y a risque de contamination. Donc, je crois que nous devons faire en sorte que nous soyons vigilants. À la limite, vous savez, pour contraindre un peu nos cuisinières, nos vendeuses, il faut faire des choix. Et il faut dire à la dame que ce n'est pas propre ici. Vous n'êtes pas propre, donc je préfère manger à côté. Tout simplement, à la longue, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça, c'est important. Il faut aussi faire en sorte que les sels, ça c'est très très important aussi, soient éliminés dans des zones appropriées, c'est-à-dire dans des latrines, dans des toilettes. Avant d'en arriver au sel, je reviens sur la nourriture. D'abord, on a toujours pensé que l'eau de Javel pouvait constituer un danger pour l'organisme. Personnellement, je me dis, absorber de l'eau de Javel, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, c'est faux comme préjugé. Oui, c'est un préjugé, parce que je vais vous dire que l'eau du robinet, elle est chlorée. Elle est chlorée. Si vous sentez un peu, elle est chlorée, c'est-à-dire quand elle est désinfectée, elle est rendue potable par le chlore, l'eau du robinet que nous avons ici en Côte d'Ivoire de façon courante. Donc le chlore n'est pas dangereux pour la santé. Il faut l'utiliser dans de bonnes dilutions. Voilà. Il faut l'utiliser à une bonne dilution. C'est pour ça que j'ai proposé les 5 gouttes dans 1 litre d'eau. Donc ce n'est pas dangereux. Mais par contre, si c'est utilisé à forte concentration, effectivement, c'est irritant. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on a également, pour la salade, par exemple,
vu du permanganate également, cette solution un peu rouge qu'on verse sur les aliments, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que moi, ce que je trouve intéressant avec le permanganate, c'est que souvent on a un peu de mal à contrôler soit notre personnel de maison, soit par exemple la restauratrice. Le permanganate, l'avantage, c'est que c'est coloré. Donc on voit tout de suite que ça a été utilisé et que les aliments ont été désinfectés. Donc le permanganate qui se vend en officine, hein, en pharmacie, le permanganate est une très très bonne alternative. Mais pour des utilisations courantes, pour des personnes qui n'ont pas accès au permanganate... C'est cher? Bon, c'est relativement... Bon, par rapport à la santé, c'est pas cher en tout cas. Par rapport à la santé, c'est pas cher, mais je veux dire, c'est bon, pour certaines personnes, ça peut être difficilement accessible. C'est pour ça que l'eau de Javel, qui a le même rôle, hein, est intéressante à utiliser. Est-ce qu'en allant dans un maquis, on peut aller avec sa bouteille de permanganate ou d'eau de Javel et puis, concrètement, hein, mettre les oignons de côté puis verser quelques gouttes, attendre 2 minutes et manger? Non. Non. Non, non. Ça, c'est pas indiqué parce que les gouttes de permanganate doivent être mises dans l'eau et laissées tremper. D'accord. Voilà, laissées tremper pendant un certain temps pour que ça puisse être désinfecté. Non, c'est pas indiqué. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas agir au moment de la consommation. C'est forcément en amont. C'est en amont. De la consommation qu'il faut le faire. C'est en amont qu'il faut le faire. Et c'est en amont qu'il faut, j'allais dire, contrôler la préparation, la distribution, j'allais dire la consommation des aliments. C'est important. D'accord. Vous nous parliez également de l'eau souillée. À forte température, les microbes meurent. À forte température. Certains. Donc l'eau bouillie est indiquée. Oui. D'accord. L'eau bouillie est indiquée. Et l'eau glacée, est-ce que les microbes meurent également? Parce qu'on aime beaucoup aussi se désaltérer avec de l'eau bien glacée. Non, ça tue pas. Non, l'eau fraîche, bon, c'est une satisfaction personnelle, je peux dire. Voilà, mais non, ça n'a pas d'action, pas du tout. Au contraire, une eau fraîche, une eau givrée, j'allais dire fige les microbes, c'est tout. Voilà. Et une fois que l'eau se dégivre, il y a une prolifération donc de ces germes. Mais bon, je pense que ce n'est pas d'eau givrée que nous parlons, c'est d'eau fraîche. D'accord. Donc vous nous parlez également des sels. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour désinfecter les sels? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut... on n'est pas au stade de la désinfection. Il y a 2 étapes. Il y a d'abord le fait qu'il faut utiliser les latrines, utiliser les WC. Il ne faut pas faire ces sels n'importe où pour faire en sorte que ce soit exposé. Voilà. On a vu, on voit toujours des personnes qui font leurs urines et leurs sels en bordure de lagunes, dans la rue, etc. Ce ne sont pas des bonnes pratiques. Ce ne sont pas des bonnes pratiques et c'est exposé donc aux vecteurs qui transmettent ici, qui transportent ici toutes sortes de germes. Récemment, on a parlé des préventions en matière d'Ebola. On avait dit qu'en cas de cas suspect et devant les sels, il faut désinfecter tout de suite, d'abord avec du chlore, avant de faire autre chose et d'enlever ces sels pour les mener ailleurs. C'est la même chose. Mais il est important que les toilettes et les WC soient utilisés pour pouvoir faire ces sels. La défécation à l'air libre est un risque pour la population. La défécation à l'air libre. Alors, j'en profite pour dire aussi que le fait d'uriner dans la nature aussi est un mauvais geste. En Côte d'Ivoire, c'est une très, très mauvaise habitude qui est constatée. Les gens urinent n'importe où. Ils ne se lavent pas les mains après. Ils viennent vous serrer la main. C'est un mauvais geste qu'il faut vraiment proscrire. Il faut utiliser les latrines, les WC pour cela. Il y a un aliment qui me vient à l'esprit, je fais un peu un retour en arrière, c'est la tiquet. Ça veut dire que c'est dangereux. Dans le sens où on le consomme généralement pas forcément chaud. Et puis il y a une manipulation, donc il y a un problème d'hygiène également. Ça peut être un vecteur de transmission de choléra. Oui, ça peut être un vecteur, mais
Là, ce qui est important, c'est la vendeuse d'attiqué. C'est la vendeuse. Voilà. Lorsqu'elle cuisine son attiqué, ce n'est pas infecté. Mais si elle le manipule avec des mains qui ne sont pas propres, si elle expose son attiqué aux différents vecteurs, là, il y a risque. Mais on ne peut pas dire que l'attiqué soit dangereux. Non, l'attiqué n'est pas dangereux. Mais il faut faire attention, il faut prendre des précautions d'hygiène idoine pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Non, l'attiqué n'est pas dangereux lorsqu'il est préparé et lorsqu'il est vendu dans de bonnes conditions. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'aspect prise en charge d'un malade. D'abord, psychologiquement, quand vous nous donnez des conseils et puis vous nous dites il faut isoler le malade. D'abord, ça a l'air douloureux.